Bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode du podcast Géopod. Donc, moi, je m'appelle Mehdi et je suis avec Hafsa Kara Mustafa. Comment ça va, Hafsa? Ça va, merci. Bon, très bien. Alors, on va commencer par un sujet sur les chrétiens d'Orient. Hein, tu voulais nous parler des chrétiens d'Orient et de l'hypocrisie de l'Occident, je crois, n'est-ce pas, hein? Donc voilà, parler de l'hypocrisie de l'Occident au moment où on est témoin d'un génocide depuis 21 mois et où on regarde le droit international bafoué, où on voit que la Convention de Genève est ignorée. Parler donc de l'hypocrisie de l'Occident, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Cependant, je pense qu'il est important de parler des chrétiens d'Orient, qui sont les grands oubliés de la région, mais aussi et surtout de la crise palestinienne, en particulier cette semaine où ils ont été victimes d'attaques de colons israéliens dans un silence assourdissant. Alors, il faut rappeler qu'il y a quelques années, quand les terroristes de Daesh se sont attaqués justement aux chrétiens d'Orient, il y a eu branle-bas de combat, tout le monde a condamné, à juste titre bien sûr, mais voilà que quand ils sont victimes des juifs sionistes d'Israël, plus personne ne parle. Et c'est très, très étonnant parce que justement, tous ceux qui se disent supporters d'Israël, pro-sionistes, sont en plus, lorsqu'ils ne sont pas juifs, sionistes bien sûr, sont des chrétiens, font partie de ces partis, soit des chrétiens évangéliques comme aux États-Unis, soit de l'extrême droite française, par exemple, qui elle se réclame de la vieille tradition catholique française, dont la fille aînée de l'Église, qui insiste pour respecter, pour protéger justement cette minorité chrétienne. Or, elle n'a rien dit. Et c'est toujours très surprenant parce que quand on remarque qui sont ceux qui se sont présentés comme les défenseurs des chrétiens d'Orient, on se rend compte un peu pourquoi. Alors, il se trouve que au niveau de l'Union européenne, donc il y a un comité qui s'appelle Défense des chrétiens d'Orient, quelque chose comme ça. Et la vice-présidente de ce groupe parlementaire au sein de l'Union européenne, c'est Sarah Knafo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Sarah Knafo, c'est une Française, c'est une juive sioniste qui est la compagne actuelle d'Éric Zemmour, donc ce juif sioniste d'extrême droite qui milite pour une France purifié des Maghrébins. Et il utilise d'ailleurs un discours assez similaire aux nazis, puisqu'il avait même parlé de déporter les musulmans et les noirs, les arabes et les noirs. Donc, elle fait partie de son parti politique. Elle est sa compagne aussi dans la vie privée. Et voilà qu'elle a été nommée vice-présidente donc de ce groupe parlementaire dont la mission principale est la défense des chrétiens d'Orient. Mais pas un mot venant d'elle, pas un seul mot de cette personne qui est surmédiatisée sur les plateaux français, qui est omniprésente pour dénoncer des crimes lorsqu'ils sont commis par des Maghrébins en France, ou alors pour défendre Israël. Mais voilà que cette minorité qui est oubliée, qui est marginalisée et qui est maintenant victime régulièrement de crimes odieux de la part des colons israéliens, plus personne n'en parle. Alors, il faut rappeler qu'au-delà des attaques des colons, il faut savoir aussi que dans la religion juive, il y a des recommandations, étant donné que Jésus comment dire, Jésus est un peu perçu comme un charlatan dans la religion juive. Et donc, c'est un devoir un peu pour les juifs pratiquants d'être très méprisants envers des juifs et les chrétiens, pardon, et leurs lieux de culte. Donc, chez certaines communautés orthodoxes, il est même recommandé, par exemple, de cracher sur des églises, de cracher sur des prêtres, sur des sœurs, des bonnes sœurs aussi, quand elles passent devant vous, parce que c'est un devoir religieux en quelque sorte. Et on voit très régulièrement aussi des graffitis obscènes sur les murs des plus anciennes églises de l'histoire de la chrétienté, parce qu'il faut savoir que les chrétiens de Palestine sont les premiers chrétiens de la religion chrétienne. Et donc, on voit très souvent des graffitis et personne n'en parle, personne ne défend cette communauté, personne ne condamne les crimes des Israéliens. Et justement, tous ceux qui se prétendent être les défenseurs donc, de cette minorité défendent davantage les bourreaux des chrétiens d'Orient plutôt que les chrétiens eux-mêmes.
D'ailleurs, bon, je rappelle que, bon, encore une fois, je sais que tout le monde le sait, mais parmi les plus grands supporters d'Israël aux États-Unis, on retrouve les chrétiens évangéliques qui, eux, puisent leurs croyances dans des textes revisités, des textes juifs, des textes, pardon, chrétiens revisités qui mettent l'accent sur le soutien à Israël. Et donc, ils utilisent ces textes falsifiés. Alors, je vais me faire un peu de pub puisque j'en parle dans mon livre Le soldat, le rabbin et le Maghreb arabe, où je raconte l'histoire de la Bible de Scofield, qui est une Bible qui a été réécrite justement pour bénéficier le message sioniste. Et donc, ces gens-là estiment que c'est leur devoir chrétien de soutenir une présence juive en Terre Sainte, en Palestine, et de soutenir inconditionnellement le sionisme et les Israéliens. Mais en même temps, ça devrait également être leur devoir, on imagine, de défendre les chrétiens, les lieux de culte de la religion chrétienne et tout ce qui est sacré, sachant que justement, dans ces endroits-là, ce sont les endroits les plus sacrés, les plus importants donc de la religion chrétienne, les plus anciennes églises, le passage de Jésus lors de la passion du Christ, etc. Donc il y a une symbolique extrêmement importante pour les chrétiens à travers la terre de Palestine, comme pour les musulmans d'ailleurs, la Mecque et Médine. Donc l'importance de ces lieux-là est grande, et voilà que c'est ces lieux-là sacrés que l'on profane régulièrement, que des Israéliens profanent régulièrement en toute impunité et justement dans le silence complice des Occidentaux. Moi, je pense aussi qu'il faut rappeler que si les musulmans, parce que c'est vrai, les musulmans ont failli la Palestine pendant 21 mois, on a vu les pays les plus riches comme l'Arabie Saoudite, les plus influents comme la Turquie, ne rien faire pour venir en aide à la cause palestinienne. Donc, on rappelle cela et à juste titre, mais il faut aussi rappeler que les chrétiens ont failli leurs frères chrétiens et soutiennent les bourreaux de cette minorité qui survit depuis 2000 ans, qui a d'ailleurs survécu, qui a vécu en toute quiétude auprès des communautés musulmanes, mais qui est aujourd'hui persécutée aux mains des Israéliens. D'ailleurs, pour l'histoire, il faut raconter que les deux grands moments de l'histoire de la chrétienté orientale, les deux moments les plus difficiles, le premier, ça a été les croisades, puisque les croisés considéraient que ils avaient des croyances un peu hérétiques. Et donc, quand ils sont arrivés d'Europe, ils se sont attaqués aux musulmans, bien sûr, aux juifs également, mais aussi aux églises d'Orient. Et ils ont massacré les chrétiens orthodoxes, les différentes églises de la région, estimant que de toute façon, elles n'étaient pas catholiques, elles n'étaient pas les véritables dépositaires de la religion chrétienne. Donc ça a été un moment difficile pour les chrétiens. Et il faut avancer de nombreuses années plus tard pour retrouver que aujourd'hui, c'est la deuxième étape la plus difficile pour donc ces chrétiens dans leur histoire. C'est aux mains donc des juifs sionistes. Donc voilà, je voulais parler de ça. Sarah Knafo, je pense que c'est un peu symptomatique du comble de l'ironie qui est qui est qui est cette crise en fait, puisque nommée vice-présidente d'une organisation supposément qui existe pour défendre les chrétiens d'Orient et mettre une juive sioniste qui défend Israël et qui ne dit jamais rien pour la défense des Israéliens, je pense que ça cristallise un peu toute cette hypocrisie, déjà par rapport à ce qui se passe en Palestine, bien sûr, mais en particulier par rapport à ce qui se passe aux chrétiens, qu'on a toujours prétendu être victimes des musulmans, qu'on insiste, qu'ils méritent d'être défendus. Ils méritent d'être défendus incontestablement. Ils sont chez eux, c'est leur terre. Leur présence en Palestine est plus que légitime, elle est très ancienne, elle est antérieure d'ailleurs aux musulmans. Donc, c'est une communauté qui fait partie intégrante de la région et de voir qu'elle est complètement abandonnée par ses frères, ses co-religionnaires, c'est très triste et c'est aussi triste en fin de compte
que de voir les musulmans abandonner leurs frères musulmans de Palestine. Donc voilà un peu ce que je voulais dire sur les chrétiens d'Orient qui sont abandonnés par tous et qui sont en fait poignardés dans le dos par ceux qui se prétendent être les défenseurs de la religion chrétienne. En particulier, à un moment où justement les valeurs religieuses sont complètement abandonnées en Occident, il faut reconnaître, et donc il n'y a qu'une petite minorité des poignées de gens qui aujourd'hui se disent être les grands défenseurs de la croix, de la chrétienté, etc. Mais au final, ces pseudo-chrétiens, parce qu'il faut les appeler comme ça, ne défendent pas les valeurs chrétiennes, ne sont pas intéressés par la religion chrétienne. En fait, leur attachement, leur nouvel attachement à la religion est plus par réaction et à l'islam et aux Arabes et aux Maghrébins en France, par exemple, plutôt qu'un véritable attachement à leur religion. Et donc, cette alliance avec Israël, en fait, c'est pas une alliance spirituelle, ça n'est pas certainement pas une alliance basée sur la morale, mais au final, je pense que s'ils soutiennent Israël, c'est plus parce que ils sont plus disposés à soutenir quelqu'un qui casse de l'arabe que quelqu'un qui va défendre la chrétienté ou Jésus ou des valeurs qui leur sont communes. Donc voilà ce que je voulais dire un peu sur les chrétiens d'Orient qui sont abandonnés, dont personne ne parle. Évidemment, les musulmans ont tendance à parler davantage des musulmans. Il faut savoir en plus que bien évidemment, les Palestiniens musulmans sont plus nombreux. Donc en termes de nombre, les victimes musulmanes sont plus importantes. En termes de nombre, j'entends. Et donc, personne ne parle de cette communauté. Tout le monde l'utilise, par contre. Les Occidentaux vont l'utiliser si demain il y a une attaque d'un groupuscule islamiste qui surgira soudain pour donner une excuse à Israël de sévir, aux Américains d'intervenir. Donc, tout le monde utilisera les chrétiens pour dire on est là pour vous défendre. Tout le monde va utiliser l'argument de la fraternité chrétienne, mais au final, quand ces chrétiens sont victimes de sionistes, eh ben, pas tout le monde les oublie. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pensé qu'il était d'une part nécessaire d'en parler et aussi de ne pas les oublier, bien sûr, parce qu'ils sont en train de souffrir au même titre que les Palestiniens musulmans. Et ils sont aussi victimes donc de cette hypocrisie flagrante occidentale qui écœure de plus en plus de monde et qui au final est en train de provoquer un réveil. Il peine à être important, c'est vrai, je le reconnais. J'aurais voulu voir des réactions plus vives par rapport aux images insoutenables que l'on voit tous les jours, mais il y a un réveil. Je pense que déjà aussi par rapport à cette hypocrisie par rapport aux chrétiens d'Orient qui sont abandonnés, je pense que bah, ça va un peu accélérer donc le réveil des Occidentaux par rapport aux criminels qui les dirigent. Parce qu'au final, bah, c'est vrai, on est dirigé un peu partout par des psychopathes qui ont perdu toute notion de valeur humaine. Et je pense que quand les gens se rendent compte que ces psychopathes ne font pas de discrimination en fin de compte, quand c'est leur idéologie, leur politique et leur sous qui priment, en fait, ils se réveillent que eux aussi ne valent pas grand-chose aux yeux de leurs dirigeants. Donc voilà, il est important de le rappeler. Oui, ben, merci pour ce rappel et comment dire, ce tableau que tu dresses qui montre effectivement une hypocrisie. Mais il me semble que ça montre aussi enfin, ça montre la vraie nature de l'Occident, hein, et notamment des États occidentaux, hein. Parce que bon, les peuples, bon, généralement, ils suivent voilà, leurs dirigeants, mais c'est surtout les dirigeants qui mènent ces politiques-là. Parce qu'en fait, ça montre que, indépendamment de la religion dominante de ces États-nations-là, occidentaux, ben en fait, comment dire, la la constante, c'est euh, l'idéologie impérialiste et colonialiste, hein. Exactement. C'est ça Exactement. qui va dominer sur tout le reste. Hein, on a tous joué, je ne sais plus comment il s'appelle le jeu, tu sais, de la feuille, le ciseau, la pierre, Oui, tu sais. Chez les Occidentaux, le seul truc qui domine, c'est le colonialisme et l'impérialisme. Lui, il casse tout le reste, y compris la religion dominante, tout le blabla là.
Parce que regarde aussi, il y a un autre truc qui démontre cet aspect des choses, c'est leur soutien d'un ancien commandant enfin, d'équivalent de Daesh, hein, même si ça s'appelait pas, comment il s'appelle? Jolani, hein? Voilà, donc lui, je crois il faisait partie de Daesh à un certain moment, non? Après, Ah oui, c'est oui, non, absolument. HTS. Il Hmm. était même l'un des plus wanted sur les listes des Ah oui, terroristes c'est ça, oui, par le les plus FBI. Hmm. recherchés. Donc, vraiment, passer de plus recherché par le FBI à être accueilli et reçu par les grands de ce monde, on se dit, bah, vraiment, c'est quelque chose. Et c'est vrai ce que tu dis, en fait, par rapport, c'est l'impérialisme qui prime parce que quand on voit les grandes guerres mondiales qui ont eu lieu, Première et Seconde Guerre mondiale, on a sacrifié des millions de malheureux des classes ouvrières, qui étaient en fait des leurs en théorie, c'était des blancs chrétiens en théorie, mais qui étaient considérés comme véritablement jetables et qui sont morts par millions dans la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, et donc leur vie n'avait absolument aucune valeur puisque c'était les avantages, c'était l'argent, c'était l'impérialisme qui primait sur tout le reste. Donc c'est vrai que même par rapport à leur propre population, il y a le racisme qui joue incontestablement, mais au final, même par rapport aux leurs, les Occidentaux, les puissances impérialistes occidentales sont absolument disposées à disposer véritablement de leur propre population si ça sert leur intérêt géopolitique, géostratégique. Et ils sont prêts, justement, à les sacrifier. Oui, voilà, c'est ça. Et de toute façon, ces États-nations occidentaux, ils proclament des valeurs, mais en fait, c'est du pipeau. D'ailleurs, enfin, j'en parlais, les personnes que ça intéresse, je vais mettre le lien ici. J'en parlais avec Eugénie Mériot, qui est professeur à Sciences Po, qui démontre que les démocraties libérales, c'est une énorme arnaque. Hein, c'est une énorme arnaque. C'était comment il s'appelle celui qui avait théorisé ces démocraties, la libérale. Bon, j'ai oublié son nom, ça me reviendra. Mais en fait, soi-disant, ils avaient créé la notion d'état de droit, mais en même temps, ils ont glissé l'état d'exception dedans, ce qui leur laisse le Voilà. choix de faire ce qu'ils veulent, parce que l'état de droit, c'est pour endormir les gens, mais si jamais les choses dérivent un peu trop, pouf, c'est l'état d'exception qui prend le dessus. Donc en fait, voilà. Donc tout ça, ça rentre dans un cadre plus large qui est que c'est soi-disant démocratie occidentale, c'est que de la poudre aux yeux, c'est que c'est du spectacle, hein, pour endormir les gens. Mais la vraie nature, c'est une nature colonialiste, impérialiste, capitaliste, sans pitié. Et effectivement, ils n'hésitent pas, ces élites-là, hein, les personnes qui sont à la tête de ces États-nations, eh ben, ils n'hésitent pas effectivement, comme tu le dis, à sacrifier les nations elles-mêmes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, hein, les Européens, les États-Uniens, pour beaucoup d'entre eux, ils ont vu leur niveau de vie s'écrouler sur les 10 ou 20 dernières années à un niveau incroyable. Donc voilà. Donc oui, donc ce que tu dis, ça s'insère vraiment dans comment dire, cette vision, comment dire, pragmatique et objective des choses sur la vraie nature des États-nations occidentaux. Il faut vraiment pas se tromper là-dessus. Bon, Juste un dernier oui. point par rapport à l'hypocrisie. Je voulais juste dire que c'est vrai que cette crise en Palestine, elle a été très révélatrice. Et un autre point, je pense, c'est les fondamentaux des soi-disant démocraties, c'est donc l'état de droit. Et je parle au passé, de la liberté d'expression. On se souvient, le point culminant de tout ça avait été la fameuse affaire Charlie Hebdo. Et puis on voit que tout s'effondre, puisque maintenant, dans tous les pays occidentaux, la France, bien évidemment, c'est de tout temps, de toute façon, avec sa loi Guesso, où on ne pouvait pas remettre en question certains faits de la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais partout aujourd'hui, en Angleterre, d'ailleurs tout récemment, le gouvernement britannique vient d'interdire un groupe palestinien et autour de cela a fait en sorte que la formulation, parce que les lois ne sont pas écrites, il n'y a pas de constitution en Grande-Bretagne, donc ça a donné un plein pouvoir aux policiers pour juger les manifestants palestiniens selon des critères qui sont complètement discrétionnaires. Donc, pour un policier, ça va être brandir un drapeau palestinien. Pour un autre policier, ça va être
de dire Free Palestine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de critères spécifiques. Donc, les personnes qui manifestent pour la Palestine sont incarcérées, sont arrêtées, incarcérées pour des motifs qui sont rocambolesques. Et donc, on voit que rien que pour ça, et bien évidemment, alors sachant qu'il y a une bonne partie de l'opinion qui soutient ça, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, ouais, c'est des Palestiniens, c'est des Bruns, c'est des non-blancs, on s'en moque, mais ils font passer cette loi pour les Palestiniens, mais demain, bien évidemment, elle sera utilisée quand les gens voudront manifester pour leurs droits, pour leur système de santé, pour leur retraite, etc. Donc voilà encore où est l'hypocrisie. Voilà, c'est tout. Oui, tout à fait. Et je fais aussi de la pub de mon côté. Donc, Palestine Action, je les avais interviewés il y a 4 ans. C'était le troisième épisode de mon podcast. Je mets le lien ici. Et oui, oui, donc eux, c'est un groupe d'action directe. Donc, en fait, ils sabotent les usines israéliennes qui sont un petit peu partout en Occident, qui produisent donc des engins de la mort. Hein, voilà. Donc, et puis, ils font en plus de la pub, ils font de la pub pour dire que leurs armes, elles ont été testées. Sous-entendu, elles ont été testées sur des Palestiniens, évidemment. Ouais, évidemment. Et alors, par contre, c'est pas que des Palestiniens dans Palestine Action, parce que les fondateurs, c'est Houda Amouri et Richard Barnard, qui lui est blanc. Hein. Par contre, il accepte pas l'idée d'avoir enfin, de vivre dans un pays où il y a des usines de la mort comme ça. Et par contre, il a fait de la prison. Hein. Donc là aussi, c'est pour montrer que les blancs, quand ils sortent des chemins battus, ils sont punis. Hein. Donc, Richard Barnard, il a été envoyé en prison. Hein. Donc, lui, on peut dire, oui, de ce point de vue-là, il est palestinien, c'est sûr. Hein. C'est clair, oui. Voilà. Bon, très bien. En tout cas, merci Hafsa d'avoir apporté ces éclairages qui, voilà, qui démontrent les choses, voilà, par A plus B. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose avant qu'on passe au sujet que je voulais présenter. Non, mais de toute façon, on va revenir sur la question de la Palestine. Donc, Ouais, voilà, ouais, tout à fait. Oui, oui, ça marche. Alors moi, je voulais parler, bon, ça prendra pas trop de temps, contrairement à la dernière fois. Donc, je voulais parler parce que voilà, c'est un sujet très important dans deux pays significatifs, les États-Unis, qui sont malheureusement les maîtres du monde, et puis en France aussi. Hein. Donc, c'est le sujet de la pédocriminalité des élites. Hein, d'accord? Donc, voilà, tout le monde sait aujourd'hui que Trump, il est probablement mouillé dans l'histoire là, enfin, de l'affaire Epstein. Il est en train d'essayer de s'extirper après avoir lui-même lui-même fait la promotion comment dire, comment dire, de la diffusion de la liste de clients ouais. d'Epstein. Hein. Donc, après, je ne sais pas s'il le savait ou pas, mais apparemment, il est quelque part dans le dossier et il fait marche arrière là, pour éviter que le dossier et que la liste soit rendue publique. Donc ça, c'est côté États-Unis. Et puis, il y a aussi côté France, parce que n'oublions pas que Brigitte Macron avait commencé sa relation avec Emmanuel Macron lorsque elle avait 39 ans et lui, il avait 14 ans. Hein, donc ça, c'est établi. Hein, d'accord. Voilà, donc c'est de la pédocriminalité aussi. Hein. Voilà. Alors, juste pour rappeler un petit peu, parce que je sais que c'est un sujet que pas beaucoup de gens connaissent. Bon, moi, ça fait plus de 10 ans ou 12 ans que je m'intéresse à ce sujet. Alors, c'est pas un sujet génial, mais voilà, c'est un sujet important. Alors, juste pour rappeler que la pédocriminalité en bande organisée, ça s'appelle comme ça, c'est très différent de la pédocriminalité à niveau individuel. Alors, je dis pas pédophilie parce que c'est un terme gênant, pédophilie, hein, pédophilie. Donc, ceux qui aiment les enfants, bien sûr, ils n'aiment pas les enfants, hein. Ah Quand on dit oui. les enfants, on ne leur fait pas ça. Hein. C'est pour ça que je n'utilise pas le terme pédophilie. Hein. Donc, la pédocriminalité en bande organisée, c'est-à-dire en réseau, c'est différent des affaires de pédocriminalité individuelle. Hein, d'accord? Et donc, la pédocriminalité en bande organisée des élites occidentales, tout le monde commence à voir aujourd'hui que c'est quelque chose de généralisé dans beaucoup de pays. Hein. On a tous entendu parler de l'affaire Dutroux en Belgique, et ce n'est pas la seule affaire en Belgique, hein, mais c'est celle qui a fait le plus de bruit. Il y a eu l'affaire Outreau en France. Il y a eu le scandale Franklin aux États-Unis, il y a très longtemps, il y a une quarantaine d'années, ou 35, 40 ans. Et puis l'affaire Epstein aussi, aux États-Unis.
Et puis, au Royaume-Uni, il y a eu le Dolphin Square, hein, le scandale du Dolphin Square. T'as dû en Et parler. Jimmy Savile, la fameuse Fidji, mais affaire. Saville aussi, voilà, hein. Voilà, donc ça, c'est que des exemples, hein, on pourrait en citer d'autres, hein. Et voilà, donc on voit que c'est quand même une épidémie chez les élites occidentales. C'est pas toutes qui participent à ces réseaux-là, c'est pas ce que je dis, mais c'est qu'il y a quand même une épidémie. Il y a quand même Moi, une je commence à me épidémie. poser la question si c'est pas, c'est presque un droit de passage pour tous, en fait, parce que quand on les voit comme ça apeurés partout, on se dit qu'il y a quelque chose qui pèse sur Voilà, eux et ça ne peut être que ce crime immonde. oui, voilà, ça peut être ça, ou alors ça veut dire que ces réseaux-là, ils sont tellement puissants que tout le monde en a peur, on a peur, même ceux qui n'ont pas été vraiment impliqués. Enfin, je vais y arriver d'ailleurs, justement. Et d'ailleurs, on voit aussi ce genre de scandale émerger dans des pays qui ne sont pas occidentaux, mais qui sont en voie d'occidentalisation, comme le Maroc, par exemple, hein. D'ailleurs, je vais mettre ici le lien vers une vidéo de Carl Zero où il interviewe justement des Marocains dont les enfants ont été victimes de ces réseaux-là, hein, d'accord? Voilà, donc le Maroc, malheureusement, à cause des élites, hein, c'est pas les Marocains et Marocaines eux-mêmes qui veulent ça, c'est leurs élites qui voilà, cherchent à occidentaliser dans le pire sens du terme la société, hein. Voilà, et en fait, alors petite parenthèse, mais c'est important pour bien comprendre ce phénomène. On peut se dire, oui, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que ces gens-là, ils s'engagent dans ce genre d'activité? Eh bien, en fait, ce qui ressort très souvent, c'est que ces élites-là, qui sont, on pourrait dire, psychopathiques, parce que voilà, et même même ceux qui sont pas psychopathiques, en fait, voilà, ils se retrouvent dans un engrenage où ils finissent par devenir complètement pervers. En fait, ceux qui initient au début ce genre de réseau, en fait, ils aspirent à dépasser, à transcender leurs conditions d'humain, parce qu'eux, ils estiment que humain, d'être humain, voilà, on est limité par les lois, on est limité par tout un tas de contraintes morales et tout, et ça les embête. Eux, ils ont envie de dépasser la condition d'humain. Ils ont envie de passer à autre chose, hein, quelque chose de supérieur, hein. Et donc eux, comment est-ce qu'ils perçoivent ça? En fait, pour eux, pour transcender leurs conditions d'humain, hein, pour devenir quelque chose de supérieur, il faut qu'ils brisent les tabous. Il faut qu'ils brisent les tabous. Et un des pires tabous, bien sûr, c'est de s'en prendre aux enfants comme ils le font, hein, d'accord? Donc voilà pourquoi cette pédocriminalité en bande organisée est aussi importante, surtout qu'il y a très souvent un aspect rituel. Un aspect rituel, donc voilà, ils font ça dans des rituels, c'est pour donner une espèce d'importance un peu genre pseudo-religieuse, hein, pseudo-religieuse. Donc c'est pour donner voilà une espèce de sérieux à une activité qui est évidemment hautement répréhensible, hein. Donc ça c'est pour expliquer un petit peu le pourquoi, hein, d'accord? Voilà, il faut savoir aussi que les nouveaux membres de ces réseaux, comment est-ce qu'ils sont recrutés? C'est très simple. En fait, d'abord, ils sont invités à des espèces de fêtes, hein, des espèces de fêtes. Et puis, généralement, on leur sert de l'alcool et puis voilà, des substances qui les rendent, qui inhibent leur volonté. Et comme ça, ils sont amenés petit à petit à s'engager dans des actions de plus en plus compromettantes et bien sûr avec des preuves, hein, ils sont filmés, etc. Donc il y a ça, hein, donc il y a c'est ce qu'on appelle le compromat, hein, je crois que c'est un terme russe à la base, hein, c'est ce qu'on appelle le compromat, mais il y a aussi derrière, hein, donc c'est la carotte et le bâton en réalité, hein. Donc le bâton c'est le compromat, mais la carotte les avantages à faire partie de ce genre de club. Et ça veut dire que c'est le pouvoir et l'argent qu'il y a derrière, hein. Les témoignages de gens qui soit faisaient partie de ces réseaux-là et sont sortis, ou alors ceux qui ont vu de près ces réseaux-là, c'est l'argent qui coule à flot. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, je pense, à ce stade, Jeffrey Epstein, c'était un milliardaire, mais personne ne sait aujourd'hui comment est-ce qu'il est devenu milliardaire par un moyen officiel. On ne sait toujours pas comment. Alors, c'est des milliards quand même, on ne parle pas de millions. Déjà, des millions, c'est difficile de les accumuler par voie non officielle. Là, on parle de milliards. Voilà, donc ça, c'est la petite parenthèse. Bon, voilà, donc ça, c'est pour expliquer le recrutement de nouvelles, voilà, de nouveaux membres.
et comment on les retient, hein, donc par le compromat et puis aussi par le fait que ben, en fait, l'argent coule à flot, le pouvoir et tout, le réseau et tout. Oui, il y a bien évidemment un avantage, bien sûr. Voilà, donc les gens, ils sont motivés pour rester et ils sont hautement démotivés pour sortir. D'accord? C'est ce qui fait que ces réseaux-là, ils sont Pervers. très, voilà, ces réseaux-là, ils sont très, il y a une forte solidarité. Hein, voilà, c'est pas une solidarité de, comment dire, dans le sens positif du terme, mais c'est une solidarité quand même. Hein. Voilà, et puis derrière, il y a bien sûr les agences d'espionnage, CIA, Mossad, voilà, même s'il n'y a pas forcément des preuves. Alors pour la CIA, il y a quand même l'affaire MK Ultra et puis les affaires un petit peu similaires, ça porte d'autres noms aussi. Alors ça, c'est officiel, hein, c'est pas des théories. Oui, ça a été, oui. Voilà, MK Ultra, sur le site de la CIA, vous pouvez aller voir, vous allez trouver des documents de l'époque sur MK Ultra. Bon, après, ils ont dit qu'ils ont arrêté, mais évidemment, il faut être très naïf pour penser que la CIA elle a arrêté ce genre de programme. Hein. Donc je rappelle MK Ultra très rapidement, mais on en reparlera sûrement une autre fois. Il s'agit de reprogrammer des personnes pour les amener à faire des choses que ces personnes n'auraient jamais fait de manière naturelle. Hein, d'accord? Bon. À l'origine, c'était pour combattre les Black Panthers et ensuite, ça s'est allé un peu au-delà. Mais c'était ça, Oui, oui. oui, bon, voilà, oui, c'était sûrement effectivement pour combattre les dissidents à l'époque et compromettre les dissidents, effectivement. Alors là aussi, j'ai interviewé Anneke Lucas qui était victime de ce genre de réseau et voilà, qui a fait l'objet d'expérimentations un peu genre MK Ultra. Pour les personnes qui s'intéressent, je mettrai le lien. Et donc voilà, donc Jeffrey Epstein et son bras droit Ghislaine Maxwell. Donc voilà, c'est des personnages sordides hein, qui étaient à la tête de ce genre de réseau. Alors apparemment, enfin, j'ai pas vu d'indication qu'il y avait le côté rituel, mais quand même, il y avait le côté, donc voilà, ils s'attaquaient à des gamins, des gamines en l'occurrence, c'était plutôt des filles. Il y avait le côté, comment dire, compromat parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont vu qu'en fait, chez Epstein, sur son île, là, il y avait des caméras partout. D'accord? Donc, ça se voit que le type, il filmait absolument tout. Pour derrière, évidemment, faire du compromat, certainement en lien avec la CIA, peut-être le Mossad aussi. Hein, il avait intérêt. Si tu le permets, Mehdi, le Mossad, c'est plus que sûr parce que on parle très souvent quand on parle de l'affaire Epstein, de Jeffrey Epstein, bien sûr, et de ses clients, mais on parle très peu de Ghislaine Maxwell. Mais c'est très important de dire qui est Ghislaine Maxwell parce que Ghislaine Maxwell, c'est la fille de Robert Maxwell. Et ceux qui ne savent pas, alors pendant les années 70-80, la presse britannique était dominée par deux personnalités. Un, c'est Rupert Murdoch, qui est encore en vie, je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Et l'autre, c'était Robert Maxwell. Et donc, ils se disputaient les journaux tabloïds, ce qu'on appelait à l'époque la presse de caniveau. Donc, c'était vraiment les histoires sordides, dévoiler des secrets, etc. Murdoch, c'était supposément la droite, et Maxwell, plutôt, c'était la droite, et Maxwell, c'était supposément la gauche, avec le Daily Mirror. Et or, qui est Robert Maxwell? C'est un juif hongrois qui a débarqué juste après la Seconde Guerre mondiale en tant que réfugié et comme Jeffrey Epstein, du jour au lendemain, à la tête d'une fortune colossale, il achète des maisons d'édition, etc. Et il devient ce grand magnat de la presse britannique, omniprésent, une figure comme ça, géante des médias, et un sioniste connu, convaincu. Il utilisait le Daily Mirror pour faire avancer la cause sioniste. Il était le chouchou un peu de la classe politique. Il connaissait tout le monde. Il faisait des grandes fêtes. Enfin, c'est le classique. Et puis, quand son affaire a commencé à s'écrouler, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a puisé dans les fonds de retraite, dans la caisse de retraite de ses employés. Typique. Et quand il fallait rembourser, qu'est-ce qu'il fait? Il va en mer sur son yacht et puis soi-disant il tombe, on retrouve jamais son corps et il disparaît, on le déclare mort et donc toute l'affaire tombe à l'eau. Et voilà qui est le père de Ghislaine Maxwell, qui est il a reçu des médailles de l'État d'Israël. Il y avait à un moment donné même des rues qui portaient son nom. Je ne sais pas s'ils ont peut-être ils ont voulu terrer un peu. Et moi, ma théorie à moi, c'est qu'évidemment, il n'est pas mort. Il a fini ses jours. Il doit être mort maintenant, mais il a fini ses jours au bord d'une piscine à Tel Aviv, ni vu ni connu, et personne
m'a demandé, mais voilà qui est Ghislaine Maxwell. Donc, en fait, compte, quand il y a des affaires de pédophilie, c'est Napoléon qui disait chercher la femme ou Talleyrand, je sais plus. Moi, je dis toujours chercher le sioniste. Parce que au final, quand il y a des affaires sordides comme celle-ci, au cours des 60 dernières années, je peux te garantir que 9 fois sur 10, si ce n'est pas 10 fois sur 10, il y a une connexion israélienne. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est la réalité. Enfin, c'est pas conspirationniste de dire ça. C'est parce que Non, Israël est une entité, enfin, diabolique, hein. Donc, forcément, elle s'engage. absolument. En fait, ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite. Même là où la CIA, peut-être, elle s'arrêterait, eux, ils s'arrêtent pas, hein. Le Mossad ne s'arrête pas, hein. Voilà, c'est pas peu dire parce que la CIA, c'est quand même, voilà, ils vont très, très loin. Voilà, très bien. Et puis, oui, donc voilà, Donald Trump, on le voit aujourd'hui, il y a plein de vidéos qui ressortent, et puis des lettres, hein, des messages de joyeux anniversaire et tout, avec un dessin de femme nue, et puis voilà, enfin, je rentre pas dans les détails, mais les gens peuvent trouver ça facilement, de Donald Trump à Jeffrey Epstein à l'occasion de ses 50 ans, donc c'était il y a peut-être 25 ou 30 ans, et donc voilà, donc Donald Trump avait quand même des liens assez étroits, assez proches. Il était assez proche de Jeffrey Epstein, hein, clairement. Et voilà, donc aujourd'hui, il est très emmerdé parce que il avait promis de rendre public le dossier Epstein, mais aujourd'hui, il fait marche arrière. Très probablement parce que alors je pense pas que c'est lui qui a vu le dossier, mais ça doit être Pam Bondi qui est elle est comment dire, l'équivalent de procureur général des États-Unis. C'est sûrement elle et ses équipes qui ont parcouru le dossier Epstein et puis sont sûrement tombés plusieurs fois sur le nom de Trump, certainement. Et c'est pour ça que voilà, ils ont mis le holà jusqu'à dire qu'en fait, il n'y avait pas de liste Epstein, il n'y avait pas de liste de clients Epstein, hein. Donc voilà, Trump, il s'est fourré il y a longtemps dans ce guêpier, dans ce nid de guêpe. Et aujourd'hui, voilà, ça lui retombe dans la figure, surtout que lui-même, il a contribué à créer ce problème. Il y a le Wall Street Journal qui appartient à Robert Murdoch, d'ailleurs. Et alors, le Wall Street Journal, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses à ça, mais il représente les intérêts de Wall Street, comme le nom du journal l'indique. Et Wall Street, ils sont contre Trump. Ils sont contre Trump et ils étaient aussi contre Elon Musk. D'ailleurs, ils avaient publié un article qui révélait les méthodes d'Elon Musk pour se reproduire, hein. Et en fait, ils choisissaient comme ça des influenceuses et tout, auxquelles il envoyait un message pour voir est-ce qu'elles acceptaient de se faire inséminer avec, voilà, avec ces gènes, hein. Et en fait, si elles acceptaient, il les payait. Il les payait 10 millions de dollars cash, et puis ensuite 100 000 dollars par mois, hein, je crois jusqu'aux 18 ans de l'enfant, etc. Un truc comme ça. Voilà, ça, c'est le Wall Street Journal qui l'a publié il y a 3 ou 4 mois, hein. Donc ça, c'était pour s'attaquer à Musk qu'ils avaient publié ça. Mais aujourd'hui, ils sont en train de s'attaquer à Trump, hein, le Wall Street Journal. Et donc, ils sont en train de. C'est eux qui ont rendu enfin, qui ont parlé, ils l'ont pas rendu public, ils l'ont pas montré. Mais cette fameuse lettre où Donald Trump souhaitait le joyeux anniversaire à Epstein, puis dessiner voilà, une femme nue, etc. Voilà, donc ils sont en train de publier plein de choses. Je pense qu'ils ont encore beaucoup de choses à publier sur lui. C'est pour s'attaquer à lui parce qu'en fait, il est en train de démolir l'économie états-unienne. D'accord? Donc ils Mais tu essaient de le sais, dégager. c'est vrai, mais tu sais, alors là, je reconnais que ce que je m'apprête à dire, c'est complètement complotiste et je l'assume, mais là, je reconnais que c'est une théorie, hein, sans plus. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a eu un revirement par rapport à Trump lorsqu'il a refusé de s'investir beaucoup plus dans l'attaque contre l'Iran. Les Israéliens ont voulu qu'il rentre, lui a refusé, il a senti que le vent tournait avec les Tucker Carlson, etc., qui tournaient, et donc il a dit, ah ben là, non, stop. Tout d'un coup, il dit stop, et voilà que l'affaire Epstein explose, alors que bon, elle existe depuis très longtemps, tout le monde l'attend depuis longtemps, mais c'est tout d'un coup maintenant, c'est comme un espèce de rappel, et oh, là, t'as un peu failli à la mission. Tu sais très bien qu'on te laisse faire ce que tu veux, mais sur Israël, tu fais ce qu'on te dit. C'est ma théorie. C'est ma théorie. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait de ça aussi, absolument, absolument, hein. Voilà, donc il est en difficulté, Trump, parce qu'il y a une partie de sa base, hein, les personnes qui ont voté pour lui, hein, sa base MAGA, comme on l'appelle, Make America Great Again. Voilà, donc ils sont retournés contre Trump parce que le fait qu'il dit tout à coup que la liste de Clio Epstein n'existe pas,
Eh ben, en fait, pour eux, ça veut dire il fait partie du système que lui-même dénonçait et que eux dénoncent tout le temps. Voilà, donc ça le met vraiment en difficulté. Même des grandes figures comme Tucker Carlson, Meghan Kelly ou Candace Owens, qui l'avaient soutenu, eh ben, aujourd'hui, ils sont carrément, ces figures-là sont contre lui, carrément, Bah oui. ouvertement, le critiquent. Et c'est pas les seuls, hein, il y en a d'autres aussi, bon, je ne les ai pas en tête. Et ce qui se passe aussi, donc en plus de la base MAGA qui est divisée, c'est aussi les républicains. Donc lui, alors c'est pas son écosystème naturel, le parti des républicains, mais voilà, c'est le parti par défaut dans lequel il avait fait comment dire, la course comment dire, à l'élection, comment dire, en interne, hein, au niveau du parti. Mhm. Voilà, c'est lui qui a été le candidat des Républicains, même si voilà, il n'est pas naturellement un enfant du parti des Républicains. Hein. Donc même eux, ils sont divisés. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé récemment, c'est que le président du Congrès, en fait, c'est le speaker, hein, on l'appelle le speaker du Congrès, donc il s'appelle Mike Johnson, c'est l'équivalent de président de l'Assemblée nationale. Hein. En fait, il a décidé d'envoyer le Congrès, hein, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale, en vacances de manière prématurée pour éviter qu'ils aient à voter pour obliger Trump éventuellement à rendre public le dossier Epstein. Donc on voit qu'ils sont en train de prendre leur distance de Trump, ils sont en train d'éviter à se positionner pour ou contre lui. Hein. Donc voilà, donc c'était une manière intelligente de la part de ce type, hein, qui est donc une grande figure des républicains, d'éviter, hein, de prendre ses distances vis-à-vis de Trump, hein, mais aussi d'éviter le conflit avec lui, ou en tout cas d'éviter d'avoir à se positionner d'une façon ou d'une autre pour ou contre Trump, même si lui, publiquement, dans une interview, il a dit qu'il était pour la publication du dossier Epstein. C'est ce qu'il a dit devant des journalistes. Bon, voilà. Mais ces actes, à lui, ça va aussi dans l'autre sens. Hein. Bon, ça, c'est un politique classique. Voilà, donc ça aussi, ça met Trump en difficulté, parce que ça veut dire qu'une partie des républicains sont pas forcément avec lui. Hein, et même certains sont, on peut dire, contre lui parce que il y a aussi un comité au niveau du Congrès. Donc, c'est le comité de supervision du Congrès. Donc, voilà, c'est un comité voilà, qui est censé faire la supervision du Congrès. En fait, ils ont voté à 8 contre 2. Hein, donc, voilà, donc c'était un vote clairement très majoritaire. Et parmi ceux qui ont voté pour, donc parmi les 8, là, il y a 2 républicains, hein, qui ont voté pour obtenir le dossier Epstein. Alors, ce n'est pas pour le rendre public, c'est pour qu'ils l'obtiennent eux et qu'ils le voient eux. D'accord? Donc, c'est pas génial, évidemment. Mais ça montre quand même qu'il y avait 2 républicains quand même qui sont contre Trump parce qu'ils ont voté pour quelque chose contre lequel lui, il s'était positionné. Hein. Voilà. Donc, on voit que c'est très divisé. Hein. Et on va sûrement continuer à entendre dans les prochains jours des nouvelles révélations de la part du Wall Street Journal, qui est attaqué par Trump d'ailleurs. Hein. Il leur demande plusieurs milliards de dollars de compensation parce qu'il dit que c'est pas vrai, cette lettre-là de joyeux anniversaire et tout qu'il aurait fait à Epstein n'existe pas, c'est pas lui et tout. Bon, moi je pense que c'est lui parce que la manière avec laquelle il se défend est très, très À la faible. limite, ça serait plus logique de dire oui, en effet, bon, on a été potes, mais sans plus, Voilà, oui, plutôt que oui, de faire on va essayer de nier, comme l'a fait d'ailleurs le prince Andrew avec la fameuse photo avec Virginia Giuffre, qui l'a plongé. Il suffisait de dire oui, je suis une personne connue, elle a voulu se prendre en photo avec moi, sans plus. Au lieu de cela, il s'est enfoncé en disant non, c'est Photoshop, elle a été truquée. Mais arrête. Eh ben, finalement, il avait oui, l'air plus coupable que s'il avait tout exactement. simplement reconnu. Ouais. Oui, en plus, il avait à un certain moment dit dans une interview qu'en fait, il avait une maladie, il ne suait pas, hein, parce que Oh Virginia là là, Giuffre ouais, disait qu'il c'est la suait avant. déprime. Voilà, donc c'est pour dire à quel point le type, voilà. Mais Trump, voilà, c'est pour ça la dernière fois je disais Trump, c'est un idiot, hein, ça il faut vraiment le comprendre, hein. Et ça Ouais, c'est une preuve, c'est un idiot, c'est pour ça ouais. voilà, c'est pour ça qu'il s'enfonce, hein, il s'enfonce, il fait exactement ce qu'il faudrait pas faire, hein. Bon, voilà, donc on va continuer à entendre et puis on va continuer à couvrir cette histoire-là qui est Ah, très sûrement, de importante toute façon, parce que elle est pas finie. voilà, c'est le type le plus puissant au monde. Hein, donc voilà, c'est pas rien. Et voilà, donc c'est une question importante à suivre. Voilà. Très bien. Maintenant, je sais pas, Hafsa, est-ce que tu veux couvrir les news? Hein, on va aborder l'actualité, les éléments d'actualité, voilà, des items de Alors, manière plus rapide, plus courte.
Pour moi, de toute façon, ce qui prime toute cette semaine, c'est tout ce qui est en rapport avec la Palestine. Donc, Mhm. les images de famine qui sont insoutenables, encore une fois, qui confirment l'inhumanité des dirigeants du monde entier. D'ailleurs, sur ce point, je raconte une petite anecdote. J'avais fait une émission d'ailleurs avec un certain que tu dois connaître, Ken O'Keefe, qui est un ex-marine américain qui a fait la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, et qui est depuis devenu extrêmement critique de la politique et américaine et du sionisme en particulier. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, on est dirigé par des psychopathes. Et sur le coup, je pensais qu'il voulait dire bon, des fous, comme on dit, ouais, un fou, comment il s'appelle, Mike Tyson, j'allais dire. Trump, il est fou, il est un peu hurluberlu, comme Boris Johnson. Il me dit non, 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 non. Il me dit, ils sont psychopathes au sens clinique du terme. Et il me dit, en fait, ils sont choisis pour ça, parce que c'est des gens qui manquent d'empathie, donc ils n'ont aucun état d'âme à faire voter des lois qui vont léser des millions de personnes. Ils ne vont avoir aucun état d'âme par rapport à déclencher une guerre qui va faire des milliers de morts sans que mais ça les dérangera pas le moins du monde. Et c'est par rapport à cette véritable psychopathie au sens propre du terme, pas au sens figuré, qu'ils sont choisis. Donc voilà, et quand on voit qu'il y a des politiques qui voient des bébés amaigris, qui n'ont même pas la force de pleurer et qui continuent à trouver des excuses et dire oui, mais, et le 7 octobre, mais Hamas, mais ci, mais ça, au lieu de tout simplement dire il faut que ça s'arrête, il faut qu'on fasse rentrer des vivres, tout simplement, peu importe la politique, là, on se rend compte qu'il y a véritablement des psychopathes qui nous dirigent et vraiment, j'ai peu de mots parce que les images sont véritablement, sont très, très pénibles et je dois reconnaître aussi, à mon sens, je vais dire, c'est le pire crime de l'humanité. Pourquoi? Parce que par le passé, on a lu tout ce qui est, on a lu sur les crimes en Algérie, on a lu sur sur le massacre au Congo aux mains de Léopold, etc. Mais cette fois-ci, on le voit, c'est en direct. On a vu des nourrissons avec des décapités. On a vu des mères, des femmes enceintes avec les intestins, les entrailles par terre. On a vu un homme il y a 3 jours, un vieillard qui venait se nourrir et il est tombé, il est mort devant nos yeux. On l'a vu mourir devant nos yeux. Donc on est témoin de quelque chose qui n'a pas d'égal. Et je pense que dans les annales de l'histoire, personne n'a vu en direct au quotidien l'extinction, j'allais dire l'extermination, mais l'extinction à petit feu d'un peuple et d'une population civile. Donc le crime est innommable et ces psychopathes qui nous dirigent, vraiment, il faut... j'ai pas de mots et je peine à décrire ce que je ressens. Et en parlant de satanisme, parce que moi je pense sincèrement que quand ils visent des enfants, il y a une volonté d'exterminer les Palestiniens, mais il y a aussi un aspect rituel, comme tu le dis, comme par rapport à la pédocriminalité. Alors, c'est une forme de pédocriminalité de toute façon, mais ils visent spécifiquement des enfants, des bébés. Ça fait partie du rituel satanique des Israéliens. Ça fait partie d'un sacrifice, comme on le lit dans certains textes talmudiques, etc., où le sacrifice s'impose, et ça s'inscrit, ce dont on est témoin aujourd'hui, s'inscrit dans cette dans ce rituel satanique dont on a entendu parler encore une fois et dont on est témoin en direct aujourd'hui. Oui, oui, très, très, très probablement. En tout cas, évidemment, oui, tout à l'heure, je parlais du Maroc, hein, pour citer un exemple de pays en cours d'occidentalisation. Mais il y en a un, hein, donc c'est le pays, c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, hein, Israël. On a vu hein, récemment une fille de parlementaire, je crois, une fille de parlementaire de la Knesset qui disait voilà, qu'elle était victime de rituels pédocriminels de la part de ses parents avec voilà, d'autres personnes haut placées. Hein. Voilà. Bon, Israël, évidemment, c'est un pays occidental, on peut dire. Hein, d'accord. Voilà. Mais Il faut pas le dénoncer parce que ce serait de l'antisémitisme, voyons. oui, évidemment, évidemment. Eh ben, on va se gêner. Hein, on va se gêner. Voilà.
Voilà. Exact. Watch us, comme ils disent en anglais. D'accord. Alors oui, j'avais pas mal de news, mais je vais pas tout balayer aujourd'hui parce sinon on va déborder un peu. Donc oui, je vais parler de choses en lien avec la Palestine. Alors, il y a quand même deux soldats israéliens qui ont été arrêtés et interrogés en Belgique, hein, donc c'est pas mal quand même. Hein, donc la Très bien. Belgique, c'est un pays occidental. Absolument. Donc voilà, il y a un tabou qui a été brisé, hein. Parce que jusque-là, je crois que c'était juste genre le Brésil ou des pays comme ça, hein, qui ont arrêté ou cherché à arrêter des soldats israéliens qui sont soupçonnés donc de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Mais voilà, là, c'est la Belgique, donc c'est très bien. Donc il y a un tabou qui est brisé, encore une fois, hein, c'est très important. Et puis, un autre élément qui était pas mal. Donc, Trump, il a envoyé un conseiller diplomatique en Tunisie, hein, rencontrer le président tunisien. Et ce qui est bien, alors, le président tunisien, on peut le critiquer sur plein de choses, notamment sa négrophobie et le fait qu'il ne se considère pas comme africain. Bon, c'est très intéressant. Je ne sais pas à quel Bizarre. continent il pense qu'il appartient. Je ne sais pas, je serais intéressé de lui demander. Mais ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il en a profité devant les caméras pour Ouais. montrer des images d'enfants palestiniens voilà, qui sont en train de mourir de faim, hein, dont un enfant qui mangeait du sable, hein, parce qu'il n'avait rien d'autre à manger. Voilà, donc ça c'était pas mal. La vidéo, elle est sur Internet. Tiens, je vais Et la mettre ici. j'avoue qu'elle m'a fait plaisir et j'aurais véritablement voulu voir beaucoup plus de dirigeants arabes faire la même chose à chaque Ouais, rencontre avec des Occidentaux. Comme tu voilà, dis, pas voilà. qu'on puisse dire de qui que ce soit, mais là, Ouais, c'était un geste quand même, surtout que la Tunisie, quand même, c'est pas un pays riche, faut le dire. exactement. Donc, Hmm. c'est quand même un pays qui a beaucoup à perdre et c'était très courageux de sa Ouais. part et franchement, je le félicite. Oui, oui, et là aussi, c'est un tabou qui est brisé parce que n'oublions pas qu'il a fait ça à un représentant de l'empire dominant du moment, les États-Unis. C'est pas rien quand même, hein, c'est pas rien. C'est vrai que c'est courageux de sa part, mais là, franchement, là aussi, c'est un tabou qui est franchi et l'image de superpuissance des États-Unis. Là, elle a pris un coup parce qu'un tout petit pays comme la Tunisie vient de donner un coup de pied dans le derrière, en gros. D'ailleurs, l'expression du type il était abasourdi. Il savait Ouais, il vraiment pas s'attendait comment. sûrement pas. Absolument pas, vraiment. Donc, chapeau à Thaïs. Voilà. Oui, oui, c'est bien. Bon, mais attention, le président tunisien, voilà, voilà, Non, c'est sur un la question négrophobe. palestinienne, je pense qu'il mérite d'être félicité. Il est resté constant. Oui, 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 mais c'est un raciste et un négrophobe. Hein, faut pas l'oublier. Voilà. Ouais. Au fond, c'est ça aussi, sa vraie nature. Et puis quoi d'autre? Ah oui, alors la chaîne internationale française, hein, Fake News 24, hein, on connaît tous Fake News 24. Alors eux, alors tu te souviens, la semaine dernière, on avait dit, ouais, donc Georges Abdallah, c'est prévu qu'il soit libéré le 25 juillet, mais soyons prudents, hein, on est d'accord là-dessus. Oui. Alors eux, ils ont carrément titré une de leurs vidéos qui est sortie il y a 2 ou 3 jours. Georges Abdallah libéré, comme s'il était déjà libéré. C'est quand même incroyable. Fake News 24. Il faut jamais écouter cette chaîne-là. C'est Fake News 24. Et comme par hasard, on avait raison d'être prudent parce que apparemment, il y a un procureur qui veut bloquer la libération de Georges Abdallah le 25 juillet. Bah voilà, Mais voilà, il a c'est ce été qu'on libéré, disait. donc ça va, alhamdoulilah. Voilà, donc voilà, c'est bien ce qu'on disait. Aussi, en France, il y avait des taggers de Palestine Action. Donc, ça, c'est la branche française de Palestine Action. D'accord. Alors, ils avaient fait juste des tags sur un bâtiment de Thales. Thales, donc, c'est un grand producteur d'armes français qui vend bien sûr à Israël. Eh ben, ils ont été poursuivis par Thales juste pour des tags, hein. C'était des tags qu'ils ont fait, c'est tout. Ils ont été relaxés par la justice française. Donc ça aussi, c'est un tabou qui est cassé, hein. C'est pas mal Ah quand même. oui, Ça crée un bravo. précédent. Ça Ouais, crée ouais, un précédent. absolument. Voilà. Hein, surtout en France où il y a vraiment une islamophobie à un niveau incroyable. Et puis, enfin, l'État, il est anti-palestinien. Sauf que là, Macron, il dit, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En septembre, pendant la session de l'Assemblée générale de l'ONU, il va reconnaître lui-même en personne l'État palestinien. Alors, je sais pas comment tu lis ça, Hafsa, mais bon, je ne me fais pas d'illusions. Macron, c'est Moi Macron, c'est un aussi. psychopathe au sens clinique. Donc, lui, s'il veut faire ça, je pense c'est parce que c'est sa façon d'essayer de retomber sur ses pattes, hein, ses pattes de colonialiste,
en divisant la Palestine, parce que, en fait, reconnaître l'État palestinien, c'est reconnaître la légitimité de l'autorité palestinienne. Hein, l'autorité palestinienne, c'est des traîtres. Hein, c'est des traîtres, c'est une extension d'Israël. Donc, je ne sais pas voilà, moi, je vois ça comme une tentative de Macron qui, d'un côté, voit bien que la résistance palestinienne se porte très bien, etc. Et que les Palestiniens, en majorité, bien sûr, ils soutiennent la résistance palestinienne, notamment le Hamas, mais pas que. Donc, il se dit, pour contrebalancer ça, je vais redonner du pouvoir à l'autorité palestinienne, hein, donc c'est une extension d'Israël, en reconnaissant l'État palestinien. Après, je ne sais pas quelle lecture tu en as, toi, Hafsa. Alors, j'ai plusieurs lectures. D'une part, je me dis que c'est un peu une manière à lui de taper du poing sur la table parce que Israël a trop humilié la France récemment et c'est juste une manière de se repositionner en disant, mais en brandissant cela, parce qu'il l'a pas encore fait. Mais encore une fois, j'ai pas confiance du tout même. J'avais plus foi en la libération de Georges Abdallah après 41 ans, à la limite. Petite parenthèse, souvenons-nous de tout ce qu'on a dit pour Nelson Mandela qui n'a fait que 27 ans. Là, Georges Abdallah fait 41 ans. Donc vraiment, en termes de crime, c'est quelque chose. Mais pour revenir donc à la décision de Macron, j'ai pas encore confiance. Ça fait plusieurs mois qu'il en parle et puis il fait un pas en avant, deux pas en arrière sur cette question. Je sais pas, comme je l'ai dit, si c'est pour taper du poing sur la table et un peu se faire respecter parce les Français ont été énormément humiliés. N'oublions pas l'épisode où des gendarmes ont été filmés en train d'être violentés et malmenés sur un territoire chrétien, encore une fois, à Jérusalem, territoire français, reconnu français par les lois de la diplomatie. Donc, et il y a un réveil, encore une fois, en France, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en France, par rapport à la question israélienne et sioniste, c'était surtout une espèce de sphère un peu marginale, le Dieu donné, les Soraliens, etc. Mais maintenant, ce réveil se fait bien au-delà. Les Français commencent à voir, à se sentir profondément humiliés par cette attitude et israélienne et du CRIF et de certains journalistes véritablement qui humilie ouvertement le président français en faveur d'Israël. Donc tout ce discours où on nous dit que c'est d'abord la France d'abord, mais pour beaucoup de Français apparemment c'est Israël avant tout. Donc je pense qu'il veut se repositionner par rapport à cela. J'ai cette lecture sans véritablement le faire au moment venu. Hein. C'est-à-dire que c'est juste un peu, il brandit cette carte-là. Ça, c'est peut-être que je favorise le plus. L'autre, encore une fois, oui, c'est pour fragmenter un peu la résistance palestinienne. Mais je pense il a pas véritablement les moyens de le faire, en fait. Donc, qui- la reconnaissance, si elle ne se, de toute façon, la reconnaissance en elle-même n'a pas de valeur véritable s'il n'y a pas d'effort collectif de la reconnaître avec tout ce que ça implique. Donc, reconnaître verbalement l'État palestinien n'implique en rien. Ça, c'est peut-être jeter un os à une partie de l'opinion française qui commence à basculer du côté de la Palestine. Mais en substance, de toute façon, ça ne se traduit en rien de concret. Donc, c'est une décision pour moi qui est plus verbale qu'autre chose. Et s'il avait véritablement voulu agir en faveur de la Palestine, ce serait d'arrêter les armements et les importations et de sanctionner de manière concrète Israël et aussi d'user du veto de la France au Conseil de sécurité. Il n'a fait rien de la sorte pour arrêter le carnage, donc ça, c'est un truc verbal qui n'a aucun poids à mon avis. Oui, oui, tout à fait. En tout cas, oui, c'est tout à fait possible qu'il fasse ça, effectivement, pour bien se voir, pour bien se faire voir de l'opinion française. Parce qu'aujourd'hui, les sondages montrent qu'il a un taux de, comment dire, un taux de, enfin, De sondage d'opinion. voilà, sondage d'opinion. Donc, les avis favorables vis-à-vis de lui, c'est seulement 19%. D'accord? C'est minuscule, c'est ridicule. Hein, donc, il a sûrement envie de revoir sa cote à la hausse. Et oui, oui, ça a du sens. Hein, c'est peut-être aussi pour ça. En tout cas, oui, il ne faut pas faire confiance à tout ce que dit Macron. Hein. Donc, il dit ça aujourd'hui, demain, il va dire autre chose. C'est un psychopathe. Hein. Typiquement, les psychopathes. En fait, une caractéristique des psychopathes, c'est que ils n'ont pas, ils savent pas se projeter loin dans l'avenir. Hein. Ça, c'est démontré scientifiquement. Et donc, c'est des gens qui
en fait, ils se sabotent à long à terme. long Hein, ils se terme. sabotent à long terme. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter loin. En fait, ils sont vraiment dans le présent. Hein, Dans pour eux, l'immédiat, voilà. dans l'immédiat, voilà, ils sont dans le présent, dans le court terme. Et, et voilà, voilà, il dit ça aujourd'hui, mais demain, s'il voit un intérêt à dire le contraire, il dira le contraire, sans aucun remords, sans cligner des yeux. Voilà. Bon, très bien. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Hafsa, avant de boucler cet Oui, épisode. donc voilà, on a touché en fait les points. C'est surtout la Palestine qui m'obnubile en fait en ce moment et pour cause. Donc voilà, je pense il y a d'autres choses je vais peut-être finir sur ce point parce que j'ai un ami journaliste qui m'a raconté que les victimes des snipers israéliens, en fait, c'était comme par batch, c'est-à-dire qu'il y avait il y avait des médecins qui recevaient certains gens qui recevaient que sur qui on tirait à la tête. Quelques temps après, c'était au genou, et puis quelques temps après, c'était les adolescents qui venaient avec des impacts de balles dans la région génitale. Et, et en fait, aujourd'hui, ça a été confirmé par un médecin qui a donné une interview à un média britannique où il raconte, et il a carrément dit, donc les lundis, on recevait des jeunes sur qui on avait tiré à la tête ou à la poitrine. Les mardis, c'était au genou, et les mercredis, c'est comme si il y avait comme un jeu en fait pour les soldats israéliens où ils avaient ils décidaient, ah bah tiens, aujourd'hui on va faire ci, on va faire ça. Et bien sûr, viser aussi l'appareil génital des hommes, c'est et symbolique et aussi le désir, bien évidemment, de mettre un terme de limiter la population puisque ça va impacter la démographie palestinienne. Donc, le degré de dépravation dont fait preuve l'Israélien est inimaginable et j'ai vraiment, je peine à le comprendre et, et, et à l'absorber. Mon esprit n'arrive toujours pas, c'est-à-dire à chaque fois qu'on est étonné par leur dépravation, ils arrivent à nous étonner davantage avec davantage de dépravation. Voilà. Oui, oui, oui. Rappelons que le fantasme du colonisateur, c'est de castrer les hommes colonisés et de violer les femmes. Hein, d'accord? C'est ça le fantasme du colonisateur. Hein, et C'est voilà, c'est ce vrai. qu'on voit. Hein, d'accord? Très bien. Ben, merci Hafsa pour tes éclairages. Ben, on va effectivement se retrouver dans une semaine. Inch'Allah. On parlera d'éléments qu'on n'a pas pu aborder aujourd'hui. Et donc voilà, donc on dit à tout le monde de bonne semaine et donc à samedi matin. Donc on diffusera la vidéo comme d'habitude. Voilà. À bientôt, Hafsa. Merci à toi. À bientôt. Ciao, ciao. Salam.